vous rencontrer. Hop, le petit enregistrement. Oui, sachez pour votre information que le webinaire sera enregistré, qu'il sera aussi, je dirais, disponible sous forme de replay dans quelques jours suite au webinaire. Donc, comme je disais, je suis ravi d'être avec vous. Du coup, Aline Chabot s'associe à moi. On en dira tout à l'heure deux mots. Ravi d'être avec vous et sur ce webinaire organisé par ID4Car en association avec, je dirais, son pôle de compétitivité frère ou voisin S2E2 sur cette thématique de la batterie, mais pas au sens de la fabrication, au sens de la seconde vie de la batterie, au sens de sa fin de vie, au sens du recyclage de la batterie. C'est pour ça que vous le verrez, on a réuni aujourd'hui des experts, des acteurs de l'écosystème batterie qui nous parleront de tous ces sujets. Donc, ID4Car, pôle de compétitivité, on s'occupe de toute la filière véhicules et mobilité terrestre. Et puis, sans rentrer dans le détail, parce que du coup, on pourra vous mettre dans le chat le site web, mais il était tout à fait approprié aujourd'hui de s'intéresser, alors certes, au secteur automobile, mais surtout au sens de la mobilité et mobilité électrique. Pour ma part, je suis chef de projet en charge du développement de l'activité chez ID4Car pour la Nouvelle-Aquitaine. ID4Car qui est étendu sur Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Aline, si tu veux dire deux mots. Oui, bonjour, merci Bruno de nous avoir proposé cette collaboration sur ce webinaire. Je représente le pôle de compétitivité S2E2 qui est un pôle de la gestion de l'énergie sur le Grand Ouest de la France. Et donc, notamment, on a dans nos domaines d'activité les systèmes électriques pour la mobilité, mais aussi tout ce qui est matériaux, composants pour l'électronique, entre autres choses. Moi, je suis la chargée de projet innovant référente pour la Nouvelle-Aquitaine. On a à ce jour 250 adhérents environ sur tout le Grand Ouest de la France. Et donc, effectivement, on collabore beaucoup avec ID4Car pour l'organisation d'événements de ce type. Ça marche. Merci. En termes d'organisation, ce que je vous propose, alors je vois qu'il y a des questions en effet. Les questions, je vous laisserai les poser. C'est normal que vos micros et caméras soient coupés côté visiteurs, côté participants. Je vous laisserai poser les questions dans le chat. Alors, soit sur le petit intitulé QR, soit dans le chat dans lesquels nous sommes tous dit bonjour. Aline se chargera de synthétiser vos questions, de les relayer aux intervenants. Et puis, nous aviserons dans le cadre du relais de ces questions pour les poser aux intervenants et à l'ensemble de l'Assemblée. Ce que je vous propose, c'est… Et je vais juste rappeler aussi, du coup, dans le chat, les deux sites internet de nos pôles de compétitivité pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. C'est parfait, merci Aline. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer, qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je dirais, sans même parler du contexte géopolitique actuel, du prix du carburant, des considérations environnementales qui sont de plus en plus prégnantes, je dirais aussi vis-à-vis des aides gouvernementales au remplacement et à l'achat de véhicules électriques, mais aussi tout simplement par une meilleure maîtrise technique des procédés de gestion des batteries, à la fois gestion électronique, mais aussi des procédés chimiques. Alors, on comprend bien et on comprend mieux surtout pourquoi la stratégie bas carbone de la France table sur une présence, sur un parc de véhicules à l'horizon 2028 d'environ 3 millions de véhicules électriques, donc dédiés au secteur de l'automobile. À cet état, ce qu'on peut voir, c'est que les acteurs de la batterie, qui maintenant bénéficient quand même d'un retour d'expérience certain, estiment la durée de vie des batteries, notamment des batteries dédiées à la traction de l'automobile, à 10 ou 12 ans d'espérance de vie. Du coup, c'est la raison pour laquelle nous avons monté ce webinaire. Nous nous sommes réunis aujourd'hui avec quatre entités du secteur, le CEA, SAFT, NTEC et puis Gouache, sur tout ce secteur pour comprendre finalement qu'est-ce qu'est et nous intéresser à ce qu'est cette dernière étape du cycle de vie de la batterie dans le secteur automobile, bien sûr, mais aussi dans la batterie utilisée dans tous les secteurs. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mobilité électrique et notamment, alors marché automobile, certes, mais aussi le domaine des micromobilités. Ce que je vous propose, je vais laisser la parole tout de suite au CEA, à Sandra Garel et à Elisabeth Lemaire, pour nous parler dans un premier temps de l'état de l'art, des solutions de seconde vie batterie, de recyclage batterie et des problématiques auxquelles les acteurs du sujet, donc de l'écosystème batterie, sont confrontés.
Sandra, Elisabeth, je vous laisse prendre la main. Merci. Alors, je vais laisser le temps à ma collègue d'afficher la présentation. Donc, le temps que ça s'affiche, donc je me présente rapidement. Je suis Sandra Garel, je suis en charge des partenariats industriels au CEA Tech. Et avant de laisser la main justement à Elisabeth Lemaire qui vous parlera de cet état de l'art sur la partie batterie, je vais vous dire quelques mots, juste rappeler qui est le CEA et quelles sont nos missions. Donc, globalement, le CEA, c'est Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. La partie vraiment nucléaire est gérée par 2 directions pour la partie militaire et la partie civile. On a une direction qui s'occupe de tout ce qui est recherche fondamentale et par contre, la partie CEA Tech, donc qui correspond à la direction de la recherche technologique, a vraiment pour mission d'accompagner justement les entreprises sur des opérations de transfert de technologie et d'aide vraiment à la compétitivité en accompagnant le développement de projets innovants par la mise à disposition de compétences et de moyens techniques. Donc voilà, rapidement, vous pourrez trouver ces éléments sur les slides qui seront partagés à l'issue du webinaire. Donc, la mission vraiment, c'est vraiment d'accompagner entre la preuve de concept et un produit mis sur le marché les différentes étapes de développement, de maturation technologique et industrielle que doit conduire une entreprise. Donc pour ça, on a différents moyens, différentes plateformes qui contribuent à cette mission, qui sont présentées sur la slide suivante. Donc, on se base sur 3 instituts qui sont le LIST, le LETI, le LITEN. Le LIST qui travaille sur tout ce qui est système numérique intelligent, donc entre les thématiques de l'usine du futur, de l'IA, de la data, etc. Le LETI travaille davantage sur tout ce qui est microélectronique, aussi bien pour l'industrie que pour le domaine de la santé. Et donc, le LITEN, institut auquel est rattachée Elisabeth, qu'elle vous présentera tout à l'heure, travaille sur tout ce qui est énergie nouvelle et matériaux support pour ces énergies nouvelles. Donc, les thématiques batterie vont être traitées par cet institut-là. En complément de ces 3 instituts, on a des plateformes en région. Donc moi, je suis rattachée à la plateforme de Nantes, mais j'ai également des collègues qui sont sur Bordeaux pour la région Nouvelle-Aquitaine et également sur d'autres régions. L'idée étant en fait de faciliter les points de contact entre les entreprises, les PME régionales et les différents laboratoires instituts du CEA. Voilà, donc c'était assez rapide. Je laisse maintenant la main à Elisabeth pour la suite. Merci Sandra, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Sandra, moi je fais partie du LITEN, donc je suis basée à Chambéry. Et je travaille donc en R&D dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire du stockage stationnaire et des applications, qui fait partie de l'INES, Institut national d'énergie solaire. Donc, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur la partie solaire. Et on a des activités sur les applications et le stockage qui est un moyen d'aider à l'intégration du solaire dans les réseaux électriques. Donc, dans mon laboratoire, on regarde les différentes technologies de batterie, donc ce qui se fait sur le marché, on regarde ce qui est produit, on les teste, on les valide, on regarde leurs applications et puis au-delà de la partie batterie, la partie dimensionnement, contrôle-commande des systèmes de stockage. On a des essais et aussi une grosse activité de modélisation, simulation, donc pour essayer de prédire le comportement des batteries sur le long terme. Et puis aussi du suivi de fonctionnement et de maintenance d'installations de batteries existantes, donc pour récupérer du retour d'expérience. Sur cette présentation et ce sujet de la seconde vie et recyclage, j'ai donc été aidée pour préparer cette présentation par une collègue du CEA Grenoble, Marlène Chapuis, donc, qui, elle, travaille au laboratoire LVME, donc, qui travaille sur le recyclage, pas seulement des batteries, de toutes les technologies du LITEN, que ce soit piles à combustible, hydrogène, etc. Et ils sont spécialisés dans les procédés hydrométallurgiques, mais pas seulement. Ils regardent aussi des choses de type électrochimie ou chimie verte, avec des compétences aussi sur les liquides ioniques. Et donc, ils s'intéressent à la récupération de tous les métaux qui sont critiques dans les nouvelles technologies de l'énergie, que ce soit le cuivre, le cobalt, le nickel, essentiellement pour les batteries. Et donc, ils ont des activités expérimentales, depuis le développement de procédés jusqu'à la mise à l'échelle et l'accompagnement des industriels. Et puis, ils regardent aussi l'environnement réglementaire, sociétal, l'impact environnemental des procédés, etc.
Donc, si vous avez des questions sur ces points-là auxquels je ne peux pas répondre, je vous inviterai donc à contacter ma collègue à l'adresse qui est mentionnée là. Donc, maintenant qu'on a vu cette introduction sur les intervenants côté CEA, on va rentrer dans le vif du sujet de la seconde vie par la question d'abord de quoi on parle, quel est le volume de batterie en jeu et comment ça se présente dans leur cycle de vie. Alors, on va tout de suite préciser que ce qu'on entend par seconde vie ici et ce qui est généralement accepté maintenant comme définition de la seconde vie, c'est la réutilisation de batteries de véhicules électriques donc qui ont été sorties du véhicule pour des applications de type stationnaire, qui sont de type stockage stationnaire, qui sont réputées moins demandeuses pour les batteries. Donc, de combien on parle? Quels sont les volumes en jeu? Jusqu'ici, c'était relativement limité. Hein, donc là, on a la croissance depuis 2000 des ventes de batteries lithium-ion, hein, puisque dans les VE, maintenant, on est principalement lithium-ion. Et on voit que ça a longtemps été pour les appareils électriques, électroniques, et que depuis 2010, disons, on commence à avoir des choses sur les batteries de véhicules électriques. Alors, le graphique là distingue en Chine et hors Chine, parce que c'est quand même une part non négligeable, mais on voit que la partie VE, donc déjà en 2019, représente une part conséquente. Donc ça, c'est l'existant. Et ensuite, on a différents instituts qui font des projections hein, de vente de véhicules électriques. Et donc, ici, exprimé en capacité de batterie, on voit qu'on a des croissances, même sur un scénario de base, on a des projections de croissance à 20-25% de croissance annuelle. Donc, on arriverait dans ces cas-là, en 2030, à des choses, à des capacités tout à fait conséquentes. Donc ça nous donne une indication sur les batteries qui pourraient arriver en fin de vie, parce qu'on estime dans un véhicule que la batterie va durer entre 5 ans si on est très, très pessimiste, 8 ans, c'est la durée de garantie, en pratique 10 à 15 ans, suivant si l'utilisateur est très demandeur d'autonomie ou pas. Et donc, ce qui veut dire que quand on voit que ça a réellement démarré il y a une dizaine d'années, que maintenant, on va commencer vraiment à avoir des volumes importants de batteries qui vont arriver en fin de vie véhicule et dont il va falloir faire quelque chose. Donc, ce cycle de vie, là, vous allez le voir plusieurs fois dans ma présentation et je pense dans les présentations suivantes aussi. Donc, sur un cycle de vie classique d'une batterie, donc on part des ressources naturelles, on a l'extraction, la fabrication des matériaux, la fabrication de la batterie elle-même, son premier usage, donc ici dans notre cas en véhicule, et après une fin de vie. Et puis ce qu'on veut éviter, c'est la mise au rebut directe. Donc pour ça, on a deux voies possibles. Soit on la recycle, on refabrique une batterie qui resserre dans un véhicule, soit on la répare ou on la reconditionne pour l'utiliser en seconde vie avant de retourner donc en fin de vie où elle pourra alors être recyclée idéalement. Et donc ce à plusieurs échelles, donc soit à l'échelle cellule elle-même, module, donc un assemblage de cellules, ou pack, donc l'ensemble des cellules de batterie avec toute une partie packaging, électronique, gestion d'énergie, etc. Et ce qui veut dire qu'on a l'émergence du coup un nouveau type d'acteur dans ce cycle de vie du lithium-ion. Donc, on a le producteur qui met la batterie sur le marché pour la première fois, l'utilisateur première vie. Ensuite, il faut être capable d'évaluer l'état de santé de la batterie, donc SOH pour State of Health. Et on a un métier un peu nouveau ici qui est le reconditionneur, qui doit être capable de faire ce diagnostic et puis de repréparer la batterie pour sa deuxième application avant de partir sur la phase de recyclage. Et après, au moment de la fin de vie, il y a un arbitrage à trouver entre est-ce que la batterie est bonne pour le recyclage ou est-ce qu'on va l'utiliser en seconde vie et si oui, dans quel type d'application. Donc, il y a bien sûr les aspects techniques de mesurer son état de santé,
L'aspect environnemental, est-ce que le bilan environnemental sera positif ou est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à réutiliser les matériaux pour refaire une batterie qui serait plus performante? Il y a l'aspect économique qu'il ne faut pas négliger non plus. Quel sera le coût et la faisabilité économique et la rentabilité de ces deux actions? Donc, on a un arbitrage à faire à ce moment-là qui est assez critique. Et donc, maintenant que je vous ai présenté un peu la problématique générale, je vais me focaliser dans un premier temps sur l'état de l'art et les problématiques du recyclage, et après, on aura un peu le parallèle sur la partie seconde vie. Donc, sachant que sur la partie recyclage, je vais passer un petit peu plus rapidement, d'une part parce que donc, vous avez ma collègue Marlène Chapuis que vous pouvez contacter en cas de question, et d'autre part parce que l'intervention suivante de Madame Ciré sera assez bien focalisée sur la partie recyclage, donc vous pourrez lui poser des questions également. Donc moi, pour planter le décor sur la problématique recyclage, je dirais simplement que les batteries lithium-ion, maintenant, on sait les recycler, mais c'est plus facile pour des batteries de petite taille. Les batteries de véhicules électriques, ça commence à devenir des capacités importantes, donc avec des risques et une complexité technique qui commence à être significative. Et donc, on vise à refermer ce cycle de vie. Donc, une batterie, donc il faut la démonter. Ça, c'est une étape critique dans le procédé, parce qu'une fois qu'on est à l'échelle cellule, c'est beaucoup plus facile. On a des beaucoup plus petits objets, donc même s'il y a des risques, on les maîtrise beaucoup mieux. Et puis ensuite, concentrer la matière, donc soit par des traitements physiques, du broyage, etc., pour pouvoir ensuite séparer les constituants. Alors, l'idéal, c'est d'arriver à une voie courte où on ne dégrade pas trop les matériaux de batterie et on peut les réutiliser directement pour refabriquer des batteries. Ou sinon, on va aller vers des étapes chimiques, donc de type hydrométallurgique, pour vraiment séparer les composants et resynthétiser des matériaux d'électrode, refaire des cellules et ainsi refermer le cycle. Et donc, une des étapes critiques et spécifiques un peu des packs batteries de véhicules, ça va être le début, donc la partie démantèlement. Pour ça, il faut que le pack batterie soit conçu de manière à pouvoir être démantelé, ce qui n'est pas toujours le cas. On a quand même un certain nombre de fabricants qui ont des packs batteries qui sont, par exemple, complètement noyés dans de la résine, et donc, au niveau démontage, c'est vraiment très, très compliqué. Avant même d'envisager un démontage, il faut essayer de décharger les batteries pour réduire leur quantité d'énergie embarquée et donc pour réduire les risques pour les opérateurs qui vont intervenir, hein, puisqu'on voit qu'à la fin, on n'échappe pas à des interventions manuelles pour démonter toutes les cellules du pack. Et si jamais le pack est défectueux ou qu'on a des problèmes par exemple, de cellules qui contiennent toujours de l'énergie mais qu'on n'arrivera plus à décharger, ben là, on est obligé de traiter directement la batterie en recyclage et notamment en four de pyrométallurgie. Et là, on peut avoir des problèmes de sécurité qui sont non négligeables vu les quantités d'énergie en jeu. Une fois qu'on a réussi à récupérer les cellules, ben, c'est un peu plus simple. On peut terminer de les désactiver parce que même si on les a déchargées, elles contiennent quand même encore des matériaux actifs et elles sont quand même encore réactives. Le plus courant et le plus gros tonnage aujourd'hui, c'est donc la pyrométallurgie. Et ensuite, on peut avoir des procédés un peu plus innovants et avec des tonnages quand même plus faibles, où on va partir soit en hydrométallurgie, soit du recyclage direct pour ne pas dégrader trop les matériaux, pour pouvoir directement refaire des batteries. Donc actuellement, la pyrométallurgie, donc, comme je l'ai dit, c'est la voie de référence à l'échelle industrielle au niveau cellule, donc là où on a des usines effectivement actives, etc. Ensuite, on a le recyclage de type hydrométallurgique, donc soit en voie principale, soit en complément après désactivation par pyrométallurgie. Et puis au stade R&D, on a la valorisation directe qui est très jolie sur le papier. Par contre, il y a quand même des verrous techniques qui sont non négligeables. Le principal étant que si la batterie a trop vieilli, si elle est en trop mauvais état, les matériaux ont vieilli et donc on ne pourra pas les réutiliser directement.
Et donc, on voit sur ce petit schéma de recyclage qu'on a aussi la partie seconde vie qu'on peut envisager pour éviter au maximum la mise au rebut. Voilà donc pour la partie recyclage. Maintenant, l'utilisation de batterie. Oui, pardon. Il vous reste 5 minutes. Très bien, parfait, oui. Au niveau seconde vie et réutilisation en seconde vie, donc comme je l'ai dit, c'est un marché qui démarre. On a eu des premières réalisations un peu partout dans le monde, hein, comme on peut le voir sur cette carte. Et vu le volume de batteries disponible, ça va rapidement devenir significatif par rapport à la demande, ici en gris, qu'on peut avoir de stockage pour les applications stationnaires. Donc, on est sur quelque chose qui commence et dont il faut se préoccuper maintenant pour être prêt parce qu'il va y avoir des besoins. Il y a eu un document intéressant qui est sorti donc, récemment, donc fin d'année dernière, au niveau européen, qui est la roadmap de la plateforme technologique Batterie Europe pour le stockage stationnaire. Et donc, il y a tout un chapitre sur la seconde vie qui expose bien toutes les problématiques qu'on peut trouver, donc que ce soit diagnostic en fin de vie, reconditionnement de la batterie, préparation pour l'application à laquelle on la destine et gestion d'énergie, avec des problématiques transverses qui sont le coût et la partie réglementaire et normative de la chose qui est loin d'être évidente dans ce cas-là. Au niveau diagnostic, il y a 2 questions à se poser. Quels sont les défauts de la batterie qui seraient rédhibitoires pour une utilisation en seconde vie? Donc, par exemple, ici, un petit schéma du début de diagnostic électrique. La première question, est-ce que le BMS est fonctionnel? Donc, le système électronique qui gère la batterie, est-ce qu'il est fonctionnel? Oui ou non? S'il n'est pas fonctionnel, il faut démonter au niveau module, au niveau cellule, etc. Et ça peut devenir vite très compliqué, très coûteux. Et donc, si c'est très coûteux, ben, c'est plus rentable économiquement. L'autre chose à regarder, c'est est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité? Est-ce que la sécurité de la batterie sera suffisante pour qu'on puisse l'accepter en réutilisation ou pas? Là, un défaut type sécurité, évidemment, est rédhibitoire et s'envoie directement en recyclage. C'est là qu'on voit que la partie diagnostique est cruciale. Et ensuite, l'autre question à se poser, c'est à quoi la batterie va servir? Donc, il y a toute une série de travaux qui ont été faits dans les 10 dernières années passées sur à quoi peut servir une batterie dans un système stationnaire. Donc, soit techniquement, soit économiquement, soit pour quel intervenant du réseau c'est intéressant. Et donc, on voit par exemple sur la figure de droite que le stockage stationnaire peut être utilisé dans vraiment des applications très, très diverses au niveau du réseau électrique, avec des sollicitations batteries qui vont aller de la seconde, voire milliseconde, jusqu'à la dizaine d'heures. Et donc, on imagine très bien que les batteries de seconde vie qui sont, donc on va leur choisir une application un peu moins sollicitante que la première vie. Donc, on va se situer plutôt sur la partie droite de ce graphe-là. Et d'autre part, la capacité disponible dira dans quel type de système on va pouvoir se placer. Et les profils de sollicitation vont être très différents. Donc ça permettra après de caractériser la batterie et son aptitude à fournir ce type de service. Il n'y a que 2 minutes. 2 minutes, parfait. Donc 2 minutes, ça nous laisse le temps de juste planter le décor sur la partie réglementaire et normative, puisque donc la présentation qui suivra va en parler pas mal aussi. Donc, vous retrouvez mon petit schéma de cycle de vie avec, là, ici, sont positionnés les différents articles de la nouvelle directive batterie européenne qui est en gestation. Donc, la proposition date de fin 2020. Et donc, il y a des articles qui adressent toutes les étapes de ce cycle de vie-là. La grosse nouveauté par rapport à ce qui était avant, c'est que la seconde vie devient officiellement, cette fois-ci, une méthode de gestion d'une batterie usagée. Alors qu'avant, une batterie usagée était usagée, il fallait la détruire. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de ces articles-là, mais il y a des choses très intéressantes et qui vont notamment lever plusieurs verrous techniques. Sachez aussi qu'il y a 2 normes CEI en préparation. Donc CEI, donc norme internationale en préparation sur la seconde vie des batteries, dont la publication est attendue en fin d'année.
et qui vont également poser un cadre réglementaire à tout ça. Voilà, ça c'est des exemples donc, que vous aurez dans le replay du webinaire sur les articles relatifs à la seconde vie dans le projet de réglementation européenne sur ce sujet-là. Et puis donc pour conclure, on a un arbitrage à faire à un moment entre recyclage et seconde vie pour la batterie qui est sortie du véhicule électrique. Il faut regarder la faisabilité technique, l'impact environnemental de la solution retenue, parce que si on dégrade le bilan environnemental en faisant une seconde vie, c'est quelque chose qui sera à éviter. Et d'autre part, il faudra bien comparer le système seconde vie avec une batterie neuve, donc de conception plus récente et potentiellement de performance meilleure. Donc, au niveau R&D notamment, il y a de quoi faire. Et ce sera la fin de ma présentation. Merci. Merci Elisabeth pour cette présentation. Donc on a vu 4-5 questions, voire peut-être même un petit peu plus, dont certaines vous y avez répondu. Ce qu'on vous propose, parce que du coup votre présentation est complémentaire à celle de Clémence Sirette de SAFT qui va suivre, on vous propose du coup d'attendre, parce que certaines questions auront très probablement leur réponse dans la présentation de SAFT. Donc on attend cette deuxième partie pour vous relayer les questions qui arrivent quand même, et c'est très intéressant. Par les différents participants. Merci à vous. Moi, ce que je retiendrai, alors il y a beaucoup de choses à retenir, mais ce que je retiendrai, c'est qu'il y a un gros travail et surtout il y a un gros travail collaboratif à faire avec les constructeurs de batteries, puisque comme vous l'avez dit, il faut tout de même avant tout penser dès sa phase de fabrication de la batterie à ce qu'elle puisse être un jour retraitée, reconditionnée. Donc finalement, il y a toutes ces contraintes-là à prendre en compte dès le début de la chaîne de valeur. Et puis comme on l'a vu, pas mal de stratégies différentes pour traiter la batterie, pour la disséquer en quelque sorte, avant de pouvoir la réutiliser. Merci Elisabeth, merci Sandra. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe la main à Clémence Sirette de SAFT, qui va nous parler, alors qui va reprendre un peu l'aspect réglementaire auquel sont soumis notamment les fabricants de batteries, et puis nous évoquer aussi, pour entrer dans le vif du sujet, des projets en cours sur le recyclage des batteries et sur la seconde vie des batteries. C'est à vous Clémence. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Clémence Sirette, je suis la responsable éco-conception de la société SAFT. Je n'ai pas préparé de slide à proprement dit sur SAFT, donc on fabrique des batteries industrielles depuis plus de 100 ans. Depuis 2016, on fait partie du groupe Total Énergie. Donc pour la partie mobilité, SAFT continue à travailler beaucoup sur la mobilité, mais plutôt la mobilité off-road avec des engins de chantier, des batteries pour les engins de chantier, des batteries pour les équipements d'aéroport, pour les mines, pour les ports, pour le milieu de l'agriculture. Et c'est plutôt notre filiale ACC qui travaille sur la mobilité on-road. La mobilité électrique on-road, c'est notre filiale ACC avec le groupe Stellantis et avec Mercedes qui s'occupe de la mobilité on-road. Voilà. Donc, dans ma présentation, je vais faire un peu un complément à ce qu'a déjà dit Elisabeth sur le recyclage des batteries. Après, on parlera des enjeux environnementaux parce qu'en tant que responsable éco-conception, je m'occupe aussi de l'analyse du cycle de vie des batteries et c'est important de voir les impacts de la fabrication d'une batterie et les impacts, les crédits environnementaux amenés par le recyclage de ces batteries. Et enfin, pour compléter aussi la présentation d'Elisabeth, les enjeux réglementaires de la nouvelle proposition de législation européenne. Donc, je pense qu'il est important aussi de redire un peu la composition moyenne d'une batterie lithium-ion, et vous la verrez sur ce transparent pour ceux qui n'ont pas ça en tête. Il faut garder en tête que plusieurs filières sont concernées par la fin de vie des batteries. Parce que la batterie est constituée de métaux, d'électronique, de produits chimiques et de plastique. Donc, l'enjeu supplémentaire apporté par les batteries de mobilité, c'est, comme l'a dit Elisabeth, la taille. Parce que pour une batterie de téléphone portable, qui sont quand même recyclées en lithium-ion depuis 10 ou 15 ans, c'est des batteries de petite taille où on peut directement
mettre dans un procédé pyrométallurgique ou hydrométallurgique la batterie élémentaire, parce que la batterie d'un téléphone portable ou la batterie d'un ordinateur portable est de petite taille. Dans une batterie de mobilité électrique, il faut faire un premier démantèlement, quel que soit. Il faut effectivement enlever tout ce qui est le packaging extérieur de la batterie, qui contient du plastique, des câbles avec du cuivre et de l'acier. Il y a une grosse partie de cartes électroniques qu'il est préférable de collecter séparément et de traiter séparément. Et là, on arrive aux fameux modules qui sont soit traités dans l'état, soit démantelés à un niveau inférieur. Donc, il faut vraiment voir la complexité des flux de recyclage à organiser pour le démantèlement de ces grandes batteries, ce qui était un peu moins le problème avec des batteries de téléphone portable. Comme l'a dit également Elisabeth, il y a 3 grands types de procédés: procédés pyrométallurgiques, procédés hydrométallurgiques ou très souvent une combinaison des deux en concentrant avec la pyrométallurgie dans un alliage les métaux de valeur qui seront purifiés et séparés par des procédés de traitement hydrométallurgique par la suite. Donc les 3 grands types de procédés coexistent. Je vous donne là une figure pour un peu voir les capacités de recyclage en Europe et les différents niveaux de maturité de ces procédés de recyclage. La source de ce graphe est le CSF, c'est-à-dire le Comité de filière stratégique mine et métallurgie. Effectivement, les autorités françaises avaient lancé un groupe de travail spécifique au recyclage des batteries lithium-ion dans le cadre du CSF mine et métallurgie. Les travaux étaient menés avec le CEA et A3M. Donc là, on voit un peu les différents acteurs. Alors, quand on parle recyclage, on parle souvent de la fin de la 3e ou de la 4e étape, mais il faut quand même garder en tête que avec ces batteries, l'étape de collecte va être importante. Le démantèlement à cause des problèmes de sécurité va être importante aussi. Donc, la 2e étape, donc le pré-traitement pour collecter et densifier les différentes batteries. Des traitements potentiellement mécaniques et ultimement l'extraction des métaux et la valorisation du contenu de la batterie. Donc, je ne détaillerai pas plus ce slide, mais on voit qu'il y a déjà de nombreux acteurs en Europe, que ce nombre d'acteurs augmente à cause des quantités qui arrivent sur le marché. Donc, il y a effectivement également, comme l'avait dit Elisabeth, un renforcement des volumes attendus dans les prochaines décennies, que ce soit que les chiffres viennent de la Commission européenne ou des analyses Avicenne, Bloomberg, etc. Il va y avoir des besoins stationnaires, mais ce qu'on avait vu dans le comité de filière stratégique, c'est que si on se place à l'horizon de 2030, 35, 40, si vraiment les scénarios optimistes se confirment, il n'y aura pas forcément assez de besoins en stationnaire pour prendre tous les flux des véhicules électriques. C'est-à-dire que la seconde vie ne peut pas être au-delà des verrous économiques et technologiques. Il n'y aura pas assez de demandes en stationnaire pour matcher la totalité des batteries de mobilité électrique en fin de vie. Donc, de toute façon, il est sûr et certain qu'il y aura une coexistence de la filière seconde vie et de la filière recyclage à cause des quantités qui seront disponibles pour le recyclage dans les prochaines décennies. Voilà. Donc, un exemple de procédé innovant, quand je dis que de nouveaux acteurs font des projets pour s'installer sur le marché à cause de ce flux de véhicules électriques qui arrive et qui grossit. Je voulais vous donner l'exemple justement d'un projet où le CEA et SAFT sont partenaires d'Orano. Donc, le projet soutenu par le plan de relance du gouvernement français Tivabat pour recyclage et valorisation des batteries de véhicules électriques. Donc,
Ce projet s'intègre dans la boucle fermée de la batterie lithium-ion en développant un processus de recyclage efficace et rentable. Différents partenaires ont des activités complémentaires pour le démantèlement, la désactivation, la concentration de la matière, la séparation des métaux, la fabrication de matériaux actifs cathodiques afin de pouvoir fermer la boucle sur le lithium, le nickel et le cobalt. C'est un projet très innovant qui, pour la première fois en France, sera testé la voie courte de régénération des matériaux de cathode pour ne pas passer par l'hydrométallurgie et, dans certains cas, pouvoir directement tester, ce qui pour le moment n'est qu'au niveau de R&D, des réutilisations directes avec les matières actives récupérées directement. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails, mais vous pouvez contacter directement Orano, moi ou le CEA si vous voulez plus de détails sur ce projet soutenu par le gouvernement français. L'intérêt de ce nouveau modèle économique est aussi de pouvoir avoir des activités de désactivation et de démantèlement décentralisées, ce qui permet de réduire les coûts de transport et l'empreinte carbone de la totalité du procédé de recyclage. Voilà. Là, c'était pour la partie projet innovant. Pour revenir un peu à la question de base, en fait, on peut aussi se demander pourquoi on recycle les batteries. Donc, on verra dans la suite de la présentation que c'est typiquement soit pour des enjeux environnementaux, mais également pour des enjeux réglementaires. Donc, les enjeux environnementaux. On a perdu Clémence. Clémence, je ne sais pas si vous nous entendez, on ne vous entend plus. Elle a dû perdre sa connexion. À la limite, Bruno, peut-être que pendant ce temps, on peut poser quelques questions pour le CEA. Comme ça. Oui, bonne idée, Aline. Oui, si tu veux bien du coup relayer les premières questions qu'on avait eues à l'attention du CEA. Donc, bon, qui sont des questions auxquelles Saft pourrait répondre également et qui vont peut-être faire partie de la suite de la présentation. C'est dommage. Mais en tout cas, on a déjà quelques questions qui ont trait à la durée de vie des batteries. Donc, on nous demande d'où vient ce chiffre actuel de durée de vie des batteries estimé à 10-15 ans. Est-ce qu'il résulte de mesures, de calculs? Et enfin, quelqu'un nous demande, dans le cas des dispositifs d'instrumentation SHM, quelle est la durée de vie maximale de la batterie? Donc, sachant que c'est des dispositifs pas forcément très consommateurs et qui ont besoin d'une grande longévité. Vous voulez bien répondre à cette question? Alors, sur la partie durée de vie de la batterie, que ce soit durée de vie possible ou durée de vie observée, effectivement, les 10 ans, 12 ans, c'est une moyenne très, très moyennée sur la grande diversité de batteries qui existent. Donc déjà, même en se focalisant sur le lithium-ion, qui est quand même la technologie de référence aujourd'hui, notamment sur les véhicules électriques, on a des grandes diversités suivant la qualité de la conception et de la fabrication de la batterie, mais aussi suivant la façon dont elle est utilisée, que ce soit en demande de l'application, donc en puissance ou en courant demandé par l'application, que ce soit en environnement de température, en méthode de recharge, en durée de repos, etc. Donc c'est très, 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 très varié. On peut tuer une batterie en quelques semaines si on la sollicite suffisamment méchamment. Par contre, effectivement, si on la laisse tranquille, pourquoi pas une durée de vie de 15 ans, voire plus. C'est très, très variable et c'est un de nos sujets de recherche, notamment d'essayer d'estimer et de prédire la durée de vie d'une batterie en fonction de comment on va l'utiliser. C'est extrêmement compliqué comme question. Tout à l'heure, vous citiez, Elisabeth, la garantie fournie en tout cas par les constructeurs à hauteur de 8 ans très souvent. Celui qui a commencé à faire ça, c'est donc Nissan avec sa Leaf, dont la batterie était garantie 8 ans. Sur les premières batteries, donc les premières Leaf qui sont sorties en 2013,
la batterie n'a clairement pas duré 8 ans. Et donc, ils ont eu des soucis justement de retour batterie avant les 8 ans parce que l'autonomie du véhicule était plus suffisante. Donc, il y a deux choses différentes entre la durée de vie réelle de la batterie et la durée pendant laquelle on la garantit. Et ça peut aussi être un calcul économique de dire je sais qu'elle ne va pas durer 8 ans, mais j'annonce 8 ans et je suis prêt en tant que constructeur de véhicules à changer la batterie, avoir à changer la batterie avant les 8 ans. Donc cette annonce-là ne garantit pas du tout la durée de vie de la batterie. Et après, si quelqu'un utilise très peu son véhicule et très peu et très soigneux avec sa batterie, elle peut très bien durer 10 ou 15 ans. Ouais, il y a cet aspect, je pense, sur qu'est-ce qu'on considère comme étant un cycle normal de vie de la batterie, donc un cycle d'utilisation. Oui. Et je pense aussi à partir de quand on considère qu'une batterie n'est plus efficace, parce qu'elle peut toujours, et elle fonctionne toujours en charge-décharge, mais finalement, on la considère peut-être comme nos téléphones portables, hein, à un certain moment, non plus suffisamment efficace pour remplir le rôle qu'on attendait là. C'est ça dépend ce qu'on attend de la batterie d'une part, et d'autre part, il y a quand même aussi certaines fois des phénomènes que nous on appelle dans le jargon R&D de mort subite, entre guillemets, où votre batterie ne fonctionne plus du tout. Et ça, c'est assez difficile à prédire aussi. Ouais. Ce que je vous propose, on a retrouvé Clémence. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je continue à vous entendre. Ça marche. OK, bon, très bien. Donc, il faut vraiment recycler la batterie pour soit les aspects environnementaux, pour prévenir de potentielles pollutions par certaines dangereuses si la fin de vie n'est pas traitée de manière adéquate, mais également parce que ces batteries en fin de vie constituent ce qu'on appelle une mine urbaine, c'est-à-dire que la concentration des métaux dans une batterie en fin de vie est beaucoup plus élevée que les métaux dans les mines. Et il y a également des enjeux réglementaires, c'est-à-dire que la mise en décharge est bien heureusement interdite en Europe et que la législation environnementale est en constante évolution. Pourquoi je ne peux pas? Voilà. Donc, comme je le disais, quelles que soient les technologies et les chimies de batterie, toutes les batteries contiennent des métaux et dans des quantités plus importantes que les minerais extraits de la mine. Les métaux sont le seul produit au monde qui ne se dégrade pas quand il est recyclé, donc on peut vraiment le recycler de nombreuses fois. Et très souvent, le recyclage des métaux est moins cher et meilleur pour l'environnement que l'extraction à partir des minerais, ce qui permet une réduction significative des besoins en énergie, une diminution de la consommation en eau, une réduction drastique des émissions dans l'air et une meilleure utilisation des ressources. Je vais passer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse du cycle de vie. Je rappelle seulement que c'est une méthode qui repose sur l'inventaire de tous les entrants et de tous les sortants liés à la fabrication d'un produit, que ce soit la fabrication du produit lui-même, son utilisation, sa fin de vie et son recyclage. Et pour donner un titre d'exemple sur l'importance du recyclage, nous avons réalisé une analyse de cycle de vie sur 4 catégories importantes d'impact. Donc, l'impact le plus connu, c'est les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kilogrammes de CO2 équivalent, mais également des impacts sur l'environnement d'une manière générale, avec le potentiel d'acidification. L'industrie est connue pour potentiellement créer des pluies acides à cause de certaines émissions de l'industrie. Le potentiel d'eutrophication, trop de nitrates dans l'eau, et la formation de la couche d'ozone. Donc, pour faire vraiment très vite, c'est les principaux indicateurs que l'on suit lors d'une analyse du cycle de vie classique. Saft a réalisé sur l'un des tout premiers containers qu'on a fait déjà il y a plus de 10 ans, un container de stockage de l'énergie, un stockage ESS, donc pour les énergies renouvelables. Donc, sur ce container de première génération, on a fait l'analyse du cycle de vie fabrication du container, de son utilisation sur une période de 20 ans et de son recyclage en fin de vie. Et on a comparé le fait de recycler ce container en ayant les crédits au niveau de tout l'acier qu'on peut récupérer, du nickel qu'on peut récupérer, du cobalt qu'on peut récupérer. Et je passe très rapidement. Donc, on voit sur ce radar en violet le fond, c'est si on ne recycle pas en fin de vie le container, et l'empreinte en
en pourpre, si on peut dire, au centre, c'est l'empreinte largement diminuée, la forte baisse des impacts environnementaux due à la réutilisation des matériaux recyclés pour refabriquer un nouveau container 100 ans après. Donc, on voit qu'on baisse énormément les besoins en énergie primaire de moins 65% et les émissions de gaz à effet de serre de moins 60%. Donc, c'est un exemple un peu rapide pour montrer que le fait de pouvoir récupérer en fin de vie les substances qui ont servi lors de la fabrication des batteries a un très bon impact sur l'environnement. Je suis désolée d'aller un peu vite, mais c'est pour rattraper le petit problème technique. Alors, pour finir, les enjeux réglementaires et ce qui est important au moins au niveau européen, et l'Europe est souvent la partie du monde qui a en premier ce genre de législation qui potentiellement après s'étendent un peu soit en Amérique du Nord, soit dans d'autres pays, surtout sur les législations fin de vie. Donc là, c'est la proposition de décembre 2020 d'une nouvelle législation fin de vie des batteries. Ce qu'il faut avoir en tête, la directive qui s'applique encore aujourd'hui de 2006, c'était vraiment une législation uniquement sur la fin de vie et le recyclage des batteries, ce qui tombe bien, ce qui est notre sujet d'aujourd'hui. Mais là, la Commission est beaucoup plus ambitieuse avec tous les objectifs du Green Deal, du Pacte vert, si on veut. C'est que la législation, comme l'a montré également Elisabeth, elle couvre la totalité du cycle de vie. C'est-à-dire que le fait de fabriquer des batteries, on va avoir des exigences sur sourcing, donc le sourcing responsable des matériaux dont on a besoin pour faire les batteries. La fabrication de la batterie elle-même va être couverte aussi. On a à nouveau perdu Clémence. Évidemment, ouais, Clémence, on vous a à nouveau perdu sur cet aspect réglementaire. Alors, j'en dirais pas beaucoup plus. Clémence, on vous a retrouvé peut-être, non? Non. Ce que je vous propose, du coup, c'est peut-être qu'on passe progressivement, du coup, à la présentation qui suit. J'ai vu qu'il y avait déjà eu quelques questions sur la partie réglementation. Ce que je vous propose, c'est qu'on pose les questions à Clémence lorsqu'elle sera revenue. Lorsqu'elle aura pu se connecter. Désolé de ces soucis techniques, hein, je pense réseau du côté de Clémence Siret. Donc, je vous propose qu'on passe à cet aspect, en tout cas à l'autre aspect. On parlait, Clémence a évoqué des projets dans le cadre de la seconde vie batterie en stationnaire, ce qui permet de faire la transition avec l'intervention de Sophie Molina d'Entech, qui du coup a pu proposer via le projet CSV ce genre d'application avec des batteries issues du secteur automobile. Vous en parliez tout à l'heure, j'ai vu des questions passer sur des utilisations, je dirais, en charge rapide notamment, et bien notamment sur des véhicules qui acceptent ce genre de charge. Donc, Sophie va pouvoir nous en parler et l'application, en tout cas seconde vie, qu'Entech a pu mettre en place. Sophie, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, Sophie Molina, donc je travaille depuis maintenant un peu plus de 3 ans en tant qu'ingénieure de recherche pour la société Entech. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui, donc dans le cadre du webinaire ID4Car, un projet qui a été conduit par Entech et qui est nommé donc CSV pour conversion intelligente pour la seconde vie des batteries. Donc, pour passer rapidement sur le sommaire de la présentation, donc je vais d'abord commencer par quelques mots pour présenter l'entreprise Entech. Puis quelques informations donc, sur la seconde vie pour replacer un peu le contexte, même si le sujet a déjà été bien abordé dans les 2 premières présentations. Je poursuivrai ensuite en présentant vraiment donc, le projet CSV et notamment le prototype de conteneur de stockage que nous avons pu développer pour conclure par donc, les apports techniques du projet et les perspectives. Donc, pour commencer par quelques mots sur Entech. Donc, Entech est une entreprise qui a été créée en 2016 à Quimper par Christopher Franquet et Laurent Meyer et qui compte aujourd'hui donc un peu plus de 70 personnes, dont une quarantaine d'ingénieurs. Donc depuis mars 2021, nous avons la chance d'être dans un nouveau bâtiment, donc nous avons baptisé la e-Factory, qui est à la fois donc un ensemble bureau, atelier de production et une vitrine pour le savoir-faire Entech. Donc avec une centrale solaire donc, qui est installée sur la toiture du bâtiment,
un conteneur de démonstration pour le service réseau et des bornes de recharge véhicules électriques. En termes d'activité, donc Entech se positionne aussi bien sur des thématiques de production, avec notamment une activité assez forte sur le développement de centrales solaires, donc au sol et en toiture, et également sur des thématiques stockage, avec l'intégration de batteries lithium-ion notamment, donc chimie NMC, LFP, et sur d'autres technologies un peu plus émergentes comme l'hydrogène ou les batteries redox. Sachant que les systèmes qui sont développés peuvent aussi bien adresser des systèmes connectés réseau que des systèmes off-grid, donc réseau isolé. Pour donner quelques mots sur la seconde vie, donc ça a déjà été très bien évoqué par Elisabeth Lemaire. Donc le marché des batteries est prévu en expansion sur les prochaines années, et notamment pour les besoins réseau, il est estimé à environ 160 gigawattheures par an en 2030, dont 35 gigawattheures localisés en Europe. Et en fait, quand on compare ces besoins ou prévisions de disponibilité des batteries seconde vie, donc les batteries en fin de vie automobile, on voit qu'une grande part de ces besoins pourrait être couvert par la seconde vie. L'avantage principal des batteries seconde vie étant leur coût réduit par rapport à de la batterie première vie stationnaire. Donc pour illustrer un petit peu ces chiffres, 3 graphiques, le graphique de gauche qui est issu du département de l'énergie américain, donc où on retrouve les projections de besoins de batteries pour les services réseau, selon les différentes zones du monde. Au milieu, une prévision de disponibilité des batteries, donc PHEV, batterie de véhicules hybrides, BEV, batterie de véhicules purement électriques. Et enfin, à droite, une étude qui a été conduite par l'ENREL afin d'estimer quel serait le prix de vente intéressant au final pour des batteries seconde vie, afin de les rendre compétitives par rapport à de la batterie neuve. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce prix de revente sur la seconde vie doit à la fois considérer la valeur résiduelle de la batterie, seconde vie, mais également des coûts de reconditionnement, démantèlement. Entech est loin d'être la première entreprise à s'intéresser à la seconde vie, donc de nombreuses offres se développent et de nombreux projets sont en cours actuellement. Donc, il y a d'une part des constructeurs automobiles qui souhaitent intégrer la revalorisation de leur batterie en seconde vie dans leur chaîne de valeur. Donc, on retrouve notamment des projets portés par Renault ou Nissan. Donc, comme l'a dit Elisabeth Lemaire, Nissan propose également une offre commerciale de vente sur ces batteries seconde vie. Et on retrouve également donc, des groupes, par exemple comme la SNAM, qui ont commencé initialement dans le recyclage de batteries et qui commencent à travailler sur des systèmes seconde vie afin d'ajouter un maillon entre la batterie première vie et le recyclage. Donc, pour maintenant rentrer plus en détail sur le projet CSV, donc c'est un projet qui a été porté par Entech sur une durée de 20 mois, donc sur les années 2019 et 2020, et qui a bénéficié d'un financement de l'ADEME dans le cadre des investissements d'avenir. Donc, les objectifs d'abord techniques du projet, c'était d'aboutir à une solution modulaire en conteneur qui serait adaptable à différents types de batteries seconde vie. L'idée étant que chaque constructeur automobile va développer son pack avec un facteur forme donné, une capacité donnée. Et donc, l'intérêt pour nous de ce projet, c'était de voir si on était capable d'intégrer des packs de différents constructeurs dans une même structure. Le second aspect, toujours en lien avec cette disparité sur la batterie seconde vie, c'était d'être capable d'avoir une conversion intelligente, donc conversion de la batterie vers le réseau, capable de s'adapter à l'état de santé de chaque pack, puisque quand on reçoit au final les packs, on ne connaît pas ou on connaît peu leur première vie, et donc on a besoin d'être capable de s'adapter pendant leur seconde vie aux sollicitations et au vieillissement qu'on va observer. À ces objectifs techniques s'ajoute un objectif économique qui était de proposer en fait dans nos solutions de stockage une alternative au système batterie neuve, donc en tablant au final sur un coût du kilowattheure qui sera plus intéressant à terme avec la seconde vie. Et enfin, bien sûr, des objectifs sociétaux et environnementaux. Donc les applications des systèmes de stockage par batterie sont notamment à destination du service réseau, ce qui permet de fiabiliser le réseau électrique et de compenser au final l'intégration croissante d'énergies renouvelables qui apporte aussi de la variabilité au réseau et un manque d'inertie. Le dernier point, donc autre avantage d'utiliser la seconde vie et d'ajouter un maillon, là encore,
entre la batterie première vie et le recyclage, c'est de prolonger au final la durée de vie des batteries et donc de retarder la production et le besoin en batteries neuves et donc la pression sur les ressources et les matières premières. Dans le cadre du projet CSV, on a travaillé avec deux types de batteries, donc deux packs qui nous ont été fournis par Nissan. Donc, comme je l'ai dit avant, Nissan a développé une offre commerciale sur les packs seconde vie et propose notamment une garantie de capacité minimum. Donc, qui là, en l'occurrence, était de 13,5 kWh sur des batteries qui, à l'état neuf, ont une capacité de 24 kWh. Le second fournisseur, donc PSA Mitsubishi, nous a également fourni deux packs. Donc là, c'était des batteries qui étaient en prêt, donc pas de garantie minimum sur leur capacité. Et pour information, ce sont des batteries qui, à l'état neuf, avaient une capacité de 14,5 kWh. Donc l'objectif du projet CSV, c'était d'aboutir à une solution en conteneur. Donc ce qui a été fait, c'est qu'on a reconditionné un conteneur qui était disponible donc, à l'atelier Entech, donc un conteneur OpenSide, que vous pouvez voir donc, sur la représentation à gauche. Donc il a été reconditionné pour le séparer en fait en deux zones. Une première zone sur la gauche qui a été isolée et dans laquelle a été intégrée toute la partie électronique et conversion de puissance, et une partie à droite dans laquelle on a intégré les packs seconde vie. Donc pour l'intégration de ces packs seconde vie, on est parti sur une structure assez modulable, donc avec une largeur fixe. Et en fait, on s'accommode des différents facteurs formes des packs avec des platines qui vont être adaptées selon la largeur du pack seconde vie. En termes d'architecture électrique, on a souhaité se mettre au plus près des packs, donc pour être capable de gérer chacun des packs de manière assez indépendante, ce qui a abouti à une conversion donc avec un convertisseur DC-DC associé à chaque pack et un convertisseur global, donc AC-DC, qui gère donc la communication entre le bus courant continu d'un côté et l'injection sur le réseau via le transformateur de l'autre. Donc, vous pouvez voir sur la photo en bas à gauche les 4 convertisseurs DC-DC qui ont été intégrés dans le conteneur. Donc, les deux de gauche pour les packs PSA et les deux de droite pour les packs Nissan. Et donc, on retrouve également dans le conteneur toute une partie climatisation auxiliaire. En termes de gestion logicielle, là encore, on a choisi un fonctionnement, on va dire, à deux niveaux. Donc, avec un niveau au plus près des batteries, qu'on a appelé BMS, Battery Management System, qui passe par des automates slave, donc des automates esclaves, qui vont être en charge de la communication avec le pack, avec le convertisseur DC-DC, et qui vont gérer donc tous les aspects sécurité et remonter des informations de la batterie. Donc, on passe ensuite sur une couche supérieure, qui est la couche master, donc l'EMS, Energy Management System, qui lui va être en charge d'une gestion globale du conteneur, du cyclage des différents packs, et qui à terme pourra accueillir les logiciels liés aux différentes applications, donc du service réseau ou du lissage d'énergie renouvelable. L'intérêt d'avoir une structure à deux niveaux, c'est notamment d'être capable de proposer ce qu'on a appelé une BAL, Battery Abstraction Layer, du fait que les caractéristiques des packs sont gérées par les automates esclaves et que dans ce cas-là, l'automate master n'a pas à savoir s'il a un pack PSA, un pack Nissan. Il n'a pas à avoir le détail en fait de la caractéristique du pack. Lui, ce qu'il reçoit, c'est des informations standardisées par les automates esclaves. Voilà le prototype auquel le projet CSV a abouti. Donc, vous retrouvez sur la gauche donc, le container OpenSide. Donc, on voit au premier plan l'automate qui a été intégré en façade afin de pouvoir piloter le prototype sans avoir à entrer dans le conteneur. Et donc, en fond, les 4 batteries donc, intégrées dans leur structure. Donc, avec en haut les 2 packs Nissan et en partie basse les 2 packs PSA. Sur la partie de droite, on voit le local conversion. Donc, avec en fond les 4 convertisseurs DC-DC et au premier plan le transformateur. En termes d'apport technique du projet, donc le premier apport pour Entech, c'est donc un gain d'expertise dans la réalisation de systèmes de stockage seconde vie, puisque le démonstrateur réalisé nous a permis d'une part confirmer le choix de l'architecture de conversion, une conversion électrique, un DC-DC par pack et un AC-DC global, et aussi de confirmer la capacité à intégrer des packs de différentes tailles sur une même structure mécanique. De la même manière, le démonstrateur nous a permis de valider
le pilotage à 2 niveaux, donc un niveau BMS pour la gestion au plus proche des packs et la gestion de la sécurité, et un niveau EMS plus global pour le pilotage du conteneur. Enfin, donc le conteneur CSV est toujours à l'atelier NTEC et nous souhaitons prochainement le raccorder au réseau du bâtiment afin de pouvoir l'utiliser comme moyen de stockage pour notre autoconsommation. Donc cet outil va à la fois servir d'outil de test pour la caractérisation de packs et également, en fait, on va l'utiliser pour une des applications qui peuvent être visées par la seconde vie, qui est le lissage de production renouvelable. En termes de retour d'expérience dans le cadre du projet, donc une première partie sur les verrous, puisqu'effectivement, nous avons identifié quand même quelques verrous qui, pour nous, peuvent potentiellement freiner le développement des systèmes seconde vie dans le futur. Le premier étant la difficulté d'approvisionnement en batterie seconde vie. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été relevé sur les présentations précédentes. C'est le fait que le marché est encore assez émergent et qu'au final, on attend plutôt une explosion du nombre de packs disponibles d'ici 5 à 10 ans. Et donc, c'est vrai qu'à l'heure du projet CSV, peu de constructeurs automobiles avaient développé une offre commerciale pour la revente de packs seconde vie. La seconde difficulté à laquelle on a été confronté dans le cadre du projet, c'est une difficulté de communication avec les constructeurs automobiles, puisqu'effectivement, le marché automobile étant très concurrentiel, les informations sont confidentielles, évidemment. Et donc, lorsqu'on réceptionne des packs seconde vie, se pose à la fois la question de leur diagnostic en fin de première vie, quelles informations au final à quelles informations nous pouvons avoir accès afin de mieux anticiper leur utilisation en seconde vie. Et donc, pour conclure, le projet CSV nous a permis d'identifier, en tout cas de proposer 2 axes qui, selon nous, permettraient d'avancer justement sur le développement de la seconde vie. Le premier axe serait d'accélérer au final le développement d'une offre commerciale par les constructeurs automobiles sur de la batterie seconde vie, puisque de notre point de vue, en fait, le développement d'une offre commerciale s'accompagnerait forcément d'une standardisation, de protocoles de mesure qui permettrait d'aboutir à des garanties, notamment sur la performance et sur la durée de vie des packs batterie. En tant qu'intégrateur, si NTEC dispose de garanties sur un état de santé des packs lorsqu'ils sont récupérés, on peut simplifier au final les architectures de conversion pour, par exemple, intégrer plusieurs packs en parallèle sur un même convertisseur, au lieu de devoir avoir un convertisseur par pack. On peut également envisager des mises en série de packs afin d'augmenter le niveau de tension. Le deuxième aspect positif qu'il nous semble, en tout cas avec le développement d'une offre commerciale, c'est que ça donnerait une vraie visibilité afin de comparer donc, les systèmes seconde vie à des batteries stationnaires première vie, là encore en termes de durée de vie et de performance. L'autre axe, donc l'autre alternative au développement d'une offre commerciale sur la seconde vie, ce serait de travailler, donc de conserver des architectures complexes de conversion, donc par exemple un convertisseur DC-DC par pack, mais d'augmenter en fait l'intelligence des systèmes. Donc d'une part, améliorer le diagnostic en fin de première vie pour mieux anticiper sur la seconde vie des packs, et d'autre part, donc optimiser le pilotage. Donc par exemple avec de l'optimal dispatch, c'est-à-dire qu'on va répartir la puissance entre les différents packs selon leur état de santé, et également le développement du jumeau numérique, donc d'un conteneur virtuel qui sera soumis aux mêmes sollicitations que le conteneur réel et qui nous permettra, là encore, d'anticiper sur la seconde vie et de faire du diagnostic plus précis des batteries pendant leur utilisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sophie pour votre intervention. Ce que je vous propose, on a encore eu pas mal de questions, donc ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec la dernière présentation. Présentation de la société Gouache, Alexandre Valette, son fondateur. On s'est beaucoup intéressé, on a beaucoup évoqué la traction liée au marché automobile, donc la batterie utilisée au sens de la traction. Et finalement, cette batterie, on a parlé de la batterie lithium-ion, on la retrouve aussi dans les téléphones, certes, mais aussi dans les mobilités notamment la micro-mobilité. Et c'est en ce sens où je vais laisser la parole à Alexandre, qui va nous présenter finalement la fabrication d'une nouvelle batterie, une batterie, nouvelle conception, mais surtout une batterie réparable. Donc, Alexandre, je te laisse prendre la parole.
Ouais, ok. Bah, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est Il tout faut bon. juste partage. Il faut partager, pardon, à tous les panélistes ou seulement l'autre? Je n'ai pas compris. Fait. À tous. À tous. Ok, très bien. Euh, Désolé, attendez, je cherche comment partager. Tu as le bouton en bas au bas au centre. Ok, partager l'écran, ouais. Ah, tout à fait, d'accord. Ok, très bien. Partager. Donc, est-ce que vous voyez Voilà. mon écran? Oui, mais on voit ton mail. Ah, c'était pas le but, ça. On voit mon mail. Est-ce que vous voyez mon bureau qui est Oui. dégoûtant? Ok, parfait. On va y arriver. La présentation, non, c'est pas ça. On va faire ça. Voilà. C'est parti, c'est bon. Ok. On va se mettre en plein écran. Désolé. Alors, oui, donc Wash, effectivement, donc on est plus petit que les autres intervenants. On est une start-up qui a que 2 ans d'existence pour l'instant. On s'occupe vraiment de la partie qui a été quand même un peu évoquée auparavant, qui était pas le recyclage des cellules, mais plutôt l'éco-conception des packs. Et donc, je vais essayer de vous illustrer en fait ce qu'on fait. Alors, pourquoi on fait ça? Nous, on commence par la micromobilité. Donc, effectivement, on ne s'adresse pas tout de suite aux voitures, en tout cas, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un énorme engouement autour de tout ce qui est trottinette, vélo électrique, cargo électrique pour faire la livraison de derniers kilomètres. On voit beaucoup de ces applications-là. Et en gros, on pense que ça va aller de plus en plus vite, puisque c'est, en tout cas dans les villes, dans le milieu urbain, c'est les moyens de locomotion assez efficaces en termes de tonnage et de déplacement rapide. Et puis, d'un point de vue développement durable, c'est ce qui, pour l'instant, est le mieux, puisque ça n'émet pas de gaz à effet de serre, ni rien. Par contre, c'est entièrement dépendant des batteries électriques. Et le problème qu'on a identifié, nous, c'était que dans une batterie électrique de micromobilité, eh bien, il y a 80% des éléments qui sont en très bon état quand on les détruit. Alors ça vient d'une étude qu'on a faite. On a analysé à peu près 300 packs batteries différents qui venaient de vélos, de trottinettes, de scooters électriques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu au niveau de la cellule à l'intérieur de ces packs. Donc, c'est un peu compliqué comme étude parce qu'on a dû vraiment démanteler toutes ces batteries-là à la main et tester chacune des cellules pour mesurer la résistance interne, la capacité et ce genre de paramètres. Et on a fait cette étude qui montre que plus de 80% des cellules dans une batterie qui part au recyclage, donc avec ce qui a été évoqué par le CEA, donc pyrométallurgie, enfin destruction entière du pack en gros, et ben 80% des cellules dans un pack comme ça sont au-dessus de 80% de leur capacité. Enfin, elles sont au-dessus de 80% de leur capacité initiale. Donc en gros, elles sont encore tout à fait exploitables pendant encore beaucoup de cycles. Et même dans certains cas, il y a toute une proportion de ces batteries-là où les cellules sont encore quasiment neuves, quoi. Donc ça, c'est ça le problème qu'on essaye d'adresser. Donc, ce n'est pas du tout le problème de la recyclabilité d'un point de vue chimique, c'est vraiment le problème juste avant de sortir ce qui peut encore être utilisé avant de le détruire. Donc, c'est un peu comme les applications de seconde vie en voiture où on reprend la batterie de la voiture, on fait du stockage, mais c'est à l'échelle en dessous, c'est-à-dire que nous, on essaye vraiment de descendre jusqu'au bloc cellule pour pouvoir reconditionner les batteries. Donc, pourquoi en fait on en est là? Ça paraît assez aberrant qu'on jette autant de batteries en bon état pour l'instant. Et en fait, on a fait une petite illustration vidéo de à quoi ça consisterait. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Si, oui, c'est bon l'écran. D'accord. OK. Donc là, on voit une vidéo en accéléré de ce qu'on a quand on ouvre une batterie. Et en fait, ce qu'on voit, une batterie de vélo typique, une batterie que vous voyez pour les livreurs Uber ou ce genre de choses, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est toutes les cellules lithium-ion qui sont dans le pack batterie. Et ensuite, vous voyez les gaines de nickel qui font les soudures et les liaisons électriques au sein de la batterie. Et après, vous voyez tous les fils rouges qui lient le BMS à la batterie, quoi. Et donc, si on voulait faire une réparation de cette batterie-là, ça consisterait déjà à dessouder chacun des fils, donc c'est pour séparer le BMS. Et après, pour avoir accès au niveau de la cellule, il faudrait arracher, comme je suis en train de le faire là,
tous les petites bandelettes de nickel qui relient les cellules entre elles. Et ça, déjà, c'est une opération qui est très fastidieuse et qui, en plus, nécessite de faire attention parce qu'on peut faire des courts-circuits. Et même si on prend le temps de le faire, quand on regarde la batterie, une fois qu'on a fait ça, eh ben, il reste des impacts de soudure au point et il reste des morceaux de nickel. Ce qui fait qu'après, pour ressouder ou réutiliser les cellules, c'est assez problématique, quoi. On n'est pas garanti d'avoir une bonne soudure ni un bon contact. Donc, ça aide pas à faire de la seconde vie. Et alors, si on se projette pour après réparer, une fois qu'on aurait, je sais pas, remplacé les cellules d'un pack comme ça, il faudrait refaire de la soudure au point. Donc, bon, là, je vous montre quelque chose de manuel, ça pourrait être automatisé, etc. Mais il y a tellement de modèles de batteries différents que automatiser, c'est très compliqué. Et donc, en fait, là, l'illustration que je faisais avec ça, c'est que actuellement, c'est très compliqué de réparer les batteries. En fait, ça explique pourquoi on jette autant de cellules, en tout cas dans ces petites batteries-là, parce qu'on n'arrive pas à descendre au niveau de la cellule, quoi. Et donc, en fait, nous, ce qu'on voit plutôt, c'est que si on arrivait à lever ce problème de cellules soudées et de pouvoir avoir accès aux cellules et démontabilité facile des packs, eh ben, on pourrait, je ne vais pas passer longtemps là-dessus, ça a été déjà évoqué, mais avoir vraiment un cercle vertueux où on puisse faire d'une part, donc on fabrique un pack batterie, on puisse le réparer. Donc, ça veut dire, par exemple, vous prenez un vélo, la batterie est en panne, on pourrait l'ouvrir, réparer les batteries. Et puis, une fois qu'on a fait suffisamment de cycles de réparage et que les cellules sont usées, mettons, à partir de 70% de leur capacité initiale, on considère que dans la mobilité, on a envie d'avoir une batterie neuve. Là, en fait, avec ce système-là, on pourrait sortir les cellules et les utiliser dans d'autres applications. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, nous, on a créé un type de batterie. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais vous avez par exemple ce type de batterie ici, là, qui est une batterie gouache. Donc, c'est un système où on peut sortir n'importe quelle cellule du pack batterie. Je vais l'illustrer sur une vidéo. C'est beaucoup plus parlant. En fait, c'est la même batterie que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec un système gouache à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez ouvert le pack, vous n'avez plus aucun fil à l'intérieur de la batterie. Et vous dévissez les différents éléments et retirer le BMS, c'est aussi simple que ça. Donc, ça prend 30 secondes, quoi. Et après, vous avez accès directement aux cellules au niveau individuel. Et juste par dévissage, et en retirant les différents éléments, vous accédez directement aux cellules. Et ça, à la main, comme ça, et surtout, il n'y a pas d'impact de batterie, enfin, il n'y a pas d'impact de soudure. Les cellules sont parfaites, on peut faire le remplacement, on revisse et on remet dans la boîte. Et ça, en fait, si vous regardez le compteur, on est à 4 minutes, alors que sur l'opération soudée, on serait plutôt à 3 heures de travail par batterie. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire avec ce système-là, c'est de montrer qu'on est, en réfléchissant dès le début de la conception au pack batterie, on est capable d'avoir une batterie qui est beaucoup, beaucoup plus réparable et qui permet de faire de la maintenance. Donc, la difficulté pour ça, c'est donc tous les professionnels de la batterie qui regardent vont nous dire oui, mais est-ce que ça passe les chocs, est-ce que ça tient les certifications, etc. Donc, oui, c'est ça qu'on a fait depuis le temps qu'on travaille là-dessus. On a plusieurs brevets autour de la réparabilité des packs. Et notamment, on a deux années de tests terrain, plus on passe les certifications. On a fait beaucoup de tests de vibration sur faux vibrants, de tests de choc aussi pour montrer qu'il n'y avait pas de déconnexion, pas d'oxydation, etc. avec notre système. Donc, on commence à être assez serein. Le vrai avantage de ça, en fait, c'est qu'à partir du moment où on implémente ce système-là, on est capable de faire des réparations. Alors, pour l'instant, les réparations sont internes, c'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est maintenance de nos batteries. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple à faire. C'est-à-dire que l'opérateur, en 10 minutes par batterie, il est capable de faire n'importe quelle maintenance. Et l'avantage de ça, c'est que nos packs batteries sont beaucoup plus durables et qu'ils ont une empreinte écologique qui n'a plus rien à voir, quoi. En gros, on a fait faire une étude environnementale d'un pack batterie classique comparé à un pack batterie avec notre technologie et on arrive à montrer qu'on divise par à peu près 3 fois le CO2 d'une batterie et pareil avec différents éléments comme la consommation d'eau, quoi. Donc, après, on a des partenariats en ce moment avec justement des gens nous, on fabrique des packs batteries
pour autre chose que la mobilité. Et donc, notre objectif en 2022, c'est à notre petite échelle, c'est-à-dire quelques milliers de packs et plusieurs centaines de milliers de batteries de cellules traitées, de montrer qu'on arrive à faire toute la chaîne depuis donc, la conception, les opérations, la maintenance et la fin de vie et la seconde vie sur un deuxième pack plutôt de stationnaire. Voilà, c'est un peu toute la chaîne qu'on essaie de prouver, quoi. Et pour ça, en fait, donc c'est en ça aussi qu'on est vraiment start-up, c'est-à-dire que la partie BMS qu'on fabrique, hein, qui est entièrement un design de notre société, elle est connectée et elle nous permet, en fait, d'une part, de mettre à jour les firmware. Donc, ça veut dire ça permet d'avoir une plus grande flexibilité sur notre façon de développer notre code qui tourne dans les batteries. Et surtout, en fait, elle nous remonte beaucoup d'informations d'usage de ces batteries qui utilisent des cellules de seconde vie potentiellement, ce qui nous permet de les surveiller, de savoir exactement quel genre de maintenance on peut faire. Ça permet d'indiquer à l'opérateur, qui n'est pas forcément un expert batterie, sur quelle cellule il doit intervenir. Est-ce que ça vaut le coup par rapport aux autres cellules? Enfin, tout ce questionnement-là autour de la réparabilité des batteries et donc de faciliter et délocaliser la réparabilité des packs. D'un point de vue business, c'est ça qu'on essaye de prouver, c'est que pour un opérateur de mobilité ou pour un constructeur, on essaye de montrer que c'est plus vertueux écologiquement, mais que c'est aussi plus avantageux économiquement. Et en ce moment, les cours du prix des cellules et leur disponibilité nous donnent raison. Donc, on essaie d'avancer là-dessus. Juste pour info, on est basé à Bordeaux. On a nos bureaux et tout notre service, nos différents. Là, je me suis trouvé une salle libre dans les bureaux avec, vous voyez derrière, quelques outils de diagnostic électronique. Mais en gros, on a des bureaux en centre-ville pour toute la partie développement. Et après, on a un centre de montage et de diagnostic plutôt en banlieue bordelaise. Et après, donc, comme ça a été évoqué, on pense que c'est un peu la voie vers laquelle il faut se pencher, puisque la régulation européenne est en train vraiment d'insister sur le côté vos batteries doivent afficher au moins leur impact CO2 et d'être repurposable, comme ils disent en anglais. Donc, je pense que voilà, il va falloir intégrer cette notion de seconde vie directement dans le pack, et c'est ce qu'on essaie de faire ici, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci Alexandre pour ta présentation. C'est vrai que comme on l'a vu au fil des présentations, alors déjà merci à tous, hein, à tous les quatre. On a eu beaucoup de questions, donc ce que je vous propose, c'est que dans les 10 minutes qui restent, qu'on s'attarde aux questions. Beaucoup de réponses apportées aussi par les uns et les autres des intervenants membres du groupement ID4Car qui compte pratiquement 400 membres à ce jour. Ce que je vous propose, donc, c'est de les aborder, puisqu'on a vu entre autres ce travail nécessaire avec les fabricants de batteries, penser d'ores et déjà, alors, dès la fabrication à une offre ou le développement d'une offre liée à la seconde vie de la batterie, et on voit qu'on peut l'appliquer et que c'est nécessaire de l'appliquer, je dirais, à toutes les utilisations, à tous les marchés qui vont utiliser à terme de la batterie lithium-ion en l'occurrence, qu'on s'est concentré sur le lithium-ion aujourd'hui. À la fois sur le secteur automobile, bien entendu, mais aussi sur tous les secteurs de la mobilité, notamment micromobilité, comme l'exprimait Alexandre. Aline, pardon, je te propose du coup peut-être de relayer quelques questions. J'en ai vu sur les BMS, j'en ai vu sur des questions de réglementation, entre autres. Ce que je vous indique aussi, en tout cas à l'ensemble des participants, vous allez aussi avoir un petit questionnaire en quelques questions, 3-4 questions, pas plus, qui vont vous être soumises. N'hésitez pas, en tout cas je vous encourage vraiment à les remplir. Ça nous permettra aussi de connaître les projets que vous pourriez avoir sur les thématiques qu'on a abordées et tout plein d'autres. Je vous propose qu'on passe à cette phase de questions. Il y avait des questions pour tout le monde. C'est ce que j'avais pu voir. Donc, Aline, je te laisse la parole. Je vais démarrer par les questions spécifiques, justement, puisque Gouache vient de prendre la parole. On va continuer avec vous. Il y a 3 petites questions. Une sur la certification UN 38.3, notamment concernant les chocs et vibrations. Il me semble que j'ai vu dans votre FAQ que vous y répondiez. Donc, il me semble que la réponse est oui. Je vous laisse prendre la parole. Et j'enchaîne juste avec les 2 autres questions vous concernant. Comment faire comprendre au BMS avec le système Gouache qu'on remplace une cellule? Et puis, la dernière, que Gouache soulève un principe qui s'applique à l'automobile électrique, la réparabilité.
changer un module sur véhicule électrique étendre considérablement la vie du pack, est-ce compatible avec la seconde vie? Ne faut-il pas plutôt étendre la réparation? Voilà, du coup, on est plutôt sur une question d'ordre général, pas forcément trop dédiée à gouache. En tout cas, je vous laisse répondre aux 2 premières questions. On pourra voir pour les questions plus généralistes par la suite. Alexandre. Donc la première question sur la certification, donc effectivement, on passe les certifications donc, sur différents modèles de UN 38.3, etc. On fait faire ça en plus par des labos français, donc ça nous coûte beaucoup plus cher, mais on est sûr que c'est sérieux et qu'ils font bien les tests. Donc oui, la réponse est oui, on passe ces certifications-là. L'autre question concernant… en fait, je me souviens de la 3e question sur les… Le BMS. Comment on va comprendre au BMS qu'on remplace une cellule? Justement, en fait, ça, c'est toute la difficulté. En fait, il faut que le BMS, lui, sache, en gros, qu'est-ce qui se passe en interne. Donc, c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à développer notre propre BMS pour que, justement, on intègre ces notions de remplacement à la volée, en gros. Et en gros, le BMS, ce qu'il fait, donc nous, en fait, en amont, il monitore chacune des étages de cellules. Donc, quand on fait des remplacements de cellules, c'est notamment pour tout ce qui est phénomène de mort subite là, qui ont été évoqués, de batteries, enfin de cellules qui, en fait, statistiquement, il y en a quelques-unes qui, au cours de la vie de la batterie, vont avoir un problème. Et donc, remplacer ces batteries-là, enfin ces cellules-là, c'est ça qu'on permet, mais on remplace en fait toute la partie, enfin comment dire. En fait, ceux qui connaissent les batteries, vous avez des cellules en série, des cellules en parallèle. Et en fait, on remplace tout l'étage en parallèle. Donc, typiquement, sur une batterie de vélo, vous allez remplacer par exemple 4 cellules d'un seul coup. Et vous remplacez tout cet étage-là par des cellules qu'on match avec l'état actuel de la batterie. Et donc, c'est des cellules de même fabricant, même type de cellules, mais avec la même capacité et même résistance interne et 2-3 autres paramètres de spectrométrie qui sont adaptés, quoi. Donc, effectivement, nous, notre métier, c'est de créer aussi tout l'écosystème autour du pack, parce qu'en fait, il y a le pack chez le client, mais nous, on a l'écosystème de « OK, il vous faut telle cellule à tel moment » et d'avoir une sorte de grosse database de cellules de remplacement pour justement faire le remplacement adapté, quoi. Merci Alexandre. On va rapidement passer à des questions pour NTech. Donc quelques questions techniques et questions marché. Est-ce que vos systèmes de stockage batterie connectés réseau prévoient une isolation galvanique entre le bus DC et AC? Est-ce que vous avez changé de BMS pour gérer les batteries en mode stationnaire? Est-ce que le container est autonome en énergie pour fonctionner? Et puis, comment gérez-vous la diversité de batteries qu'on trouve actuellement sur le marché pour vos applications de seconde vie? Et concernant vos prévisions de développement, est-ce que vous avez identifié les impacts en termes d'emploi, les impacts métiers? Voilà, ça fait beaucoup. Je vous laisse gérer ces questions. Ok, merci beaucoup. Donc, pour répondre rapidement sur la question de l'isolement, effectivement, donc sur le conteneur CSV, on a intégré un transformateur qui nous permet d'assurer l'isolation galvanique au final entre la partie AC et la partie DC. Sur la question de l'autonomie du conteneur, on a également intégré donc un UPS, un onduleur, qui nous permet donc une alimentation de secours et qui permet donc d'alimenter les auxiliaires et donc le démarrage du conteneur, donc en autonomie par rapport au réseau. Sur la question de la BMS, donc en fait, on a réalisé, avant le projet CSV, on avait réalisé donc un premier projet dans lequel on avait conservé justement la BMS fournisseur. Et ça avait levé des problématiques, notamment en termes de protocole de communication à assurer pour donc échanger avec cette BMS constructeur automobile. Donc là, ce qui a été fait dans le cadre du projet CSV, c'est qu'on est descendu en fait d'un étage. Donc on récupère directement les informations remontées par la batterie, donc des informations de tension, de température. Et on traite ces informations-là par un BMS qu'on a développé plutôt côté NTech. Donc ça permet de s'affranchir de pas mal de problématiques liées au secteur automobile et qui ne s'applique pas en fait sur des solutions de stockage stationnaire. Après, en termes de perspective métier, donc c'était ça la question suivante. Donc c'est vrai que donc, côté NTech, nous on est vraiment l'intégrateur de solutions. Donc en l'occurrence, pour l'instant, on part plutôt dans une optique de réutiliser des packs seconde vie tels quels et de pas forcément en fait se positionner sur le démantèlement. Il y a déjà
des acteurs qui font ça très bien, donc du passage du pack au module. Nous, on est plutôt sur une réflexion de l'intégration des packs tels quels. Et c'était justement un des objectifs du projet CSV, c'était d'intégrer des packs de différents fournisseurs sur un même système. Donc là, on a pu le faire avec 2 fournisseurs, donc Nissan et PSA. Mais c'est vrai que si l'occasion est donnée, on aimerait étendre à la limite l'expérimentation avec d'autres fournisseurs. Et je suis désolée pour la dernière question. Merci, on va poursuivre parce que je vois que l'heure tourne. Très bien. Donc, plutôt des questions d'ordre normatif, là, qui vont plutôt s'adresser sans doute à SAFT et au CEA. On nous demande, alors pour le CEA, est-ce que vous intervenez pour faire évoluer la directive batterie 2006-66, qui inclut des obligations en termes de taux de recyclage, s'il y a des périmètres qui sont exemptés ou non par la nouvelle directive, notamment concernant les usages liés à la défense, et quels sont les objectifs européens par matériaux de taux de recyclage des matières premières et de taux d'utilisation de ces matières recyclées dans des productions neuves de batteries lithium. Alors, sur les batteries, sur la directive, effectivement, on essaye d'influer, et je pense qu'on n'est pas les seuls, loin de là. Le lobbying au niveau européen, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc, on essaye. Maintenant, globalement, elle va quand même plutôt dans le bon sens de favoriser la seconde vie, sachant que de toute façon, ça finira quand même en recyclage à la fin. Hein. Mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens avec notamment la partie accès aux données et donc ce qui est proposé, ce qui s'appelle un battery passeport, où donc il y aurait justement, ça va répondre à toutes les problématiques d'accès aux données, de dialogue avec le BMS, d'accès à l'historique de la batterie en première vie. Donc ça va faciliter le diagnostic, ça va répondre à pas mal de problèmes. Et l'entrée en vigueur de cette chose-là, ça va être progressif, mais ça va être, je pense, à partir de l'année prochaine, normalement, à peu près. Donc Clémence me contredira ou pas, mais je pense que c'est à peu près ça. Oui, on devrait avoir le texte final fin 2022, début 2023, avec une application progressive à partir de 2024-2025. Mais il y a beaucoup d'actes délégués à ce texte principal. La particularité de cette législation batterie, c'est qu'il y a 35 législations secondaires à partir du texte principal. Donc, ce qui va être finalisé cette année, ça va être le texte principal, mais par exemple, les détails de ce qu'il y aura dans le passeport batterie, les détails de... Là, je vous ai mis à l'écran, puisque ça faisait partie d'une des questions, les objectifs de la nouvelle législation en termes d'efficacité de recyclage et de ce qu'il y a de nouveau un objectif de récupérer des matériaux par matériau sur le cobalt, le cuivre, le lithium et le nickel, partie qui n'était pas dans la législation précédente. Ces chiffres sont annoncés, mais pour le moment, la Commission n'a pas donné non plus la méthodologie pour les calculer, parce qu'une efficacité de recyclage, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour les calculer. Donc, tout va rentrer, comme vous venez de le dire, petit à petit en œuvre, parce qu'il va falloir avoir des explications avec les textes secondaires, mais il y a déjà, on voit le niveau d'ambition de la Commission sur l'augmentation de ces efficacités de recyclage et la récupération. La récupération particulière de certains métaux comme le cobalt, le cuivre, le lithium et le nickel, alors qu'avant, on avait uniquement un target sur le recyclage des batteries lithium-ion en général. Merci beaucoup Clémence. Pour répondre sur la partie cible, est-ce que le militaire est concerné par exemple? Est-ce que la défense est concernée? Non. Dans le texte actuel, en tout cas, ça exclut les batteries destinées aux applications de défense et aux applications spatiales. Ça, c'est exclu. Comme dans la directive précédente, tout à fait. Voilà. Alors, je vous propose peut-être de prendre une dernière question. Alors, en effet, je sais que certains seront frustrés. On n'a pas pu poser toutes les questions, mais par contre, je vous ai laissé mon adresse email et du coup, vous aviez aussi celle d'Aline pour pouvoir nous les relayer. On se fera fort de pouvoir les poser directement aux intervenants. Aline, peut-être une dernière question? Oui, tout à fait. Alors, j'essaie de sélectionner, évident. On me demande, par exemple, quelles sont les procédures de test en vigueur pour les applications BESS à partir de batterie seconde vie.
Une question aussi sur la réparabilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas... alors, est-ce que changer un module sur un véhicule électrique peut étendre considérablement la vie du pack? Est-ce que c'est réellement compatible avec une seconde vie ou est-ce qu'il ne faudrait plutôt pas étendre la réparation? Je ne sais pas si Alexandre souhaitait répondre. Alors, sur la partie procédure de test, je vais répondre rapidement. Actuellement, c'est un sujet de recherche à part entière. Il n'y a pas de procédure établie. Il n'y a pas de procédure établie actuellement. Chacun fait comme il peut. Sur la procédure de test au niveau de la cellule, vous voulez dire? Ou même au niveau du diagnostic d'un pack qu'on récupérerait d'un véhicule ou autre, on n'a pas de, on fait ce qu'on peut avec la batterie qu'on récupère et il n'y a rien d'harmonisé, il n'y a pas de procédure, existante officielle. Ah ouais, on est d'accord, nous, c'est ce qu'on a vu. On a travaillé là-dessus beaucoup sur de la spectrométrie d'impédance et ce genre de technique là, qui permet de diagnostiquer l'intérieur des cellules. Nous, on a justement, en fait, on a trouvé que c'était trop difficile de diagnostiquer l'intégralité du pack, puisque descendre, donc c'est pour ça que c'est plus facile de démanteler la cellule pour le faire cellule par cellule. Ça commence à donner des bons résultats maintenant. Il y a des techniques qui couplent la spectrométrie d'impédance avec justement de l'apprentissage supervisé ou ce genre de choses. Ça commence à aller plus vite, mais effectivement, c'est totalement de la recherche. Donc, oui. Oui, puis c'est adapté à chaque type de pack. Ça change du tout au tout d'un modèle de pack à l'autre aussi. C'est noté. Il est 12h30 passé. Alors, en effet, pour reprendre les termes de Madame Le Bihan qui nous fait part sur le commentaire, sur le chat, on aurait pu y passer la journée. En tout cas, moi, je tiens à relever toute l'expertise de nos 4 intervenants, très complémentaires aussi sur leur sujet, sur le sujet de la mobilité électrique de façon générale, avec l'utilisation et surtout ce traitement de la seconde vie et du recyclage de la batterie. Je suis persuadé que les uns les autres, vous avez encore tout plein de questions. D'ailleurs, je vous remercie pour la pertinence des questions posées et la diversité des questions posées. Ce que je vous invite à faire, n'hésitez pas à relayer, en tout cas à nous faire part de vos questions. On s'occupera avec les intervenants de leur relayer et de vous répondre. Merci pour la réponse au questionnaire. Ce que je vous propose aussi, n'hésitez pas à aller voir nos sites respectifs des pôles compétitivité ID4CAR et S2E2. Comme je vous le disais en introduction, tout plein de dispositifs à votre disposition, dispositifs de financement, d'accompagnement possible aussi par les 2 pôles. Donc, écoutez, on vous attend. Merci encore aux 4 intervenants, comme je disais. Merci à vous tous. On était plus d'une centaine au plus fort de la présentation. Merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté et à la présentation, aux intervenants. Et puis, écoutez, à très vite au travers de nos événements. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.